Ça fait une éternité que j'ai envie de commencer cette vidéo parce que dans cette boîte, il y a quelque chose d'incroyable. Enfin, je dis une éternité, ça fait que quelques jours que je l'ai reçu, mais je peux plus attendre. À l'intérieur de cette boîte, il y a un moteur V8. Pas une maquette, pas un jouet, un véritable moteur miniature fonctionnel. C'est un petit bijou qu'on va assembler. D'ailleurs, je crois qu'en France, personne n'a mis les mains dessus. Enfin, en tout cas, j'ai cherché sur YouTube et j'ai rien trouvé. On va essayer de le faire fonctionner. Ça a pas l'air si évident que ça. Si aujourd'hui je vais assembler cet objet d'exception, c'est pas uniquement parce que j'adore la mécanique de précision, mais c'est aussi parce que j'ai envie qu'à la fin de cette vidéo, tous ceux qui l'aient regardé sachent exactement comment fonctionne un moteur thermique. Quand vous passez le permis de conduire, je dis vous parce que moi je l'ai toujours pas passé, on vous demande de savoir placer le bouchon d'huile et le lave-glace éventuellement. Mais c'est tellement important de savoir comment fonctionne une voiture dans les détails au cas où il y aurait une panne. Donc je vous oblige à regarder cette vidéo en entier. Vous n'avez pas le choix. Mais vous allez voir, au début je m'en faisais toute une montagne, comme d'habitude, mais quand on passe de la théorie à la pratique, avec un bon support visuel, eh ben c'est pas si compliqué à comprendre. Allez, on commence, parce que j'ai hâte d'ouvrir cette boîte. On a une jolie vue éclatée du moteur, et il y a énormément de pièces. Ça, c'est les joints de culasse. Les pièces sont magnifiques. On a une série de petites poulies, volant moteur, etc. Et là, on a les deux culasses. Ensuite, on a le vilebrequin, le démarreur, le filtre à air. Et ça, c'est les pistons. Oh, ils sont magnifiques. Les deux arbres à cam, les culbuteurs, des paliers, plein de petites vis avec les deux carburateurs. Et on termine avec le bloc qui contient les cylindres et les échappements. Toutes ces petites pièces, c'est tellement bien fait. Ça fait beaucoup de mots compliqués pour pas grand chose, donc je vais vous expliquer à quoi servent ces pièces au fur et à mesure de la construction. Mais commençons par le début. Pourquoi ce moteur s'appelle un V8 ? 8 parce que sur ce bloc, il y a 8 trous pour les 8 pistons. Et V parce que les deux séries de 4 pistons sont disposées en forme de V. Première étape, on va assembler le vilebrequin. Ça ressemble à ça et on a 2-3 pièces à rajouter dessus. Ok, les pièces sont complètement mélangées. Alors 28-29, ça doit être par là. Un roulement à billes, ça se met là. Ok, ça bouge pas. Ensuite, on met celui-là. Ça doit être dans le même sens que celui-là, donc c'est comme ça. Ok, donc ça c'est bon. Étape suivante. Donc là, il faut insérer le vilebrequin dans le bloc cylindre. Ah mais non. C'était dans l'autre sens. Allez, c'est reparti, on démonte. C'est bon, il n'y avait rien de grave. Alors du coup, j'ai installé des paliers, c'est comme des roulements à billes, sauf qu'il n'y a pas de billes, c'est juste une pièce de métal. Et pour que ça glisse bien, on va mettre un peu de graisse. C'est surtout à l'intérieur qu'il faut en mettre de la graisse. Et on pose le vilebrequin par-dessus. Là ça tourne, il n'y a pas de souci. Je rajoute un peu de graisse et on va pouvoir mettre l'autre côté des paliers. Et maintenant on a des attaches qui vont permettre de tout sécuriser. Et ça s'emboîte parfaitement. Je commence à mettre mes vis avec un tournevis électrique et ensuite je vais utiliser ce tournevis très particulier qui permet de choisir le couple de serrage parce que j'ai pas envie que mes vis soient trop serrées. Là je vais le régler sur 1 Nm. Quand ça claque, c'est que c'est assez serré. On va vérifier que ça tourne encore et c'est parfait. Maintenant on installe les pistons. Ces petits anneaux, c'est ce qui va faire que les pistons vont bien coller les bords des cylindres. Il y a encore des paliers sur les pistons, donc on n'oublie pas de mettre de la graisse. Grâce à un guide, on va pouvoir les rentrer dans les cylindres. Et on n'a plus qu'à fixer le piston sur le vilebrequin. Allez, encore 7 à faire. Avant de continuer, on peut déjà comprendre une partie du mécanisme du moteur. Je vous apprends rien, le but d'un moteur, c'est de tourner. Mais alors comment on crée ce mouvement rotatif à partir d'essence? L'essence, je peux l'enflammer. Et en brûlant, elle va dégager du gaz. Si je fais ça dans un bidon fermé, il va exploser. C'est exactement ce qui se passe dans le moteur. On va créer des petites combustions contrôlées dans les 8 trous, donc les 8 cylindres. Et comme ce sera dans un environnement fermé, ça va pousser les pistons qu'on vient d'installer. Sauf que tous ces pistons, on les a reliés au vilebrequin. Et vous l'avez vu, il a une forme un peu particulière. Au lieu que ce soit une tige droite, il y a des petits axes qui sont décalés. Ça permet d'avoir des pistons qui sont reliés au même axe, mais les combustions vont pas avoir lieu exactement en même temps. Elles vont être légèrement décalées, ce qui va faire que quand un piston va pousser, l'autre va remonter. La poulie qui est au bout du vilebrequin va tourner en continu, alors que si on avait toutes les combustions en même temps, ce serait pas du tout efficace, ça enverrait tout d'un coup. Ça nous explique pas tout, on sait pas comment on apporte l'essence, comment on enlève le gaz une fois que la combustion est faite, donc on va continuer l'assemblage pour comprendre tout ça.
Alors, est-ce qu'il y a un sens pour le capot? On fait pas ça n'importe comment, il y a un ordre, il faut visser les vis opposées pour pas trop serrer d'un côté et déséquilibrer le serrage du joint, ce qui pourrait altérer l'étanchéité. Alors là c'est hyper bizarre parce que les trous sont pas en face et pourtant la pièce est dans le bon sens. Il y a un trou, donc en fait normalement la pièce, il n'y a pas d'autre solution, elle est obligée de se mettre dans ce sens-là. Et peut-être que ça change quelque chose au niveau des trous si je les mets à l'envers. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc là, pour le coup, ça veut dire qu'il y a une erreur sur la notice. Ou alors, ça veut dire qu'il y avait un sens sur le bloc piston et que je dois tout refaire. Non, l'erreur vient de moi. Sur la photo, on voyait clairement qu'il n'y avait pas de trou sur le côté. Et là, il y a des trous. Donc c'est de ma faute. Et je dois tout recommencer. Bah, ça m'apprendra. Il faut que je sois plus attentif. Allez, c'est bon. On peut mettre le vilebrequin dans l'autre sens. Allez, tout est remonté. Est-ce que ça va le faire cette fois-ci? Eh ben, ça m'a l'air d'être parfait. Et voilà, on passe à la suite. C'est celui-là. Les petits joints. On assemble la pompe à eau. Un moteur, ça chauffe énormément, donc il faut le refroidir. Et pour ça, la façon la plus efficace, c'est de faire circuler de l'eau froide au contact du métal et de l'éjecter une fois qu'elle est réchauffée. C'est une pompe à eau, mais en réalité, on va mettre du liquide de refroidissement. C'est un peu plus efficace. Ça ne rentre pas. En fait, faudrait que je prenne quelque chose pour appuyer dessus. Ah, c'est bon. Ouais, le petit insert en laiton, pas facile à faire rentrer à l'intérieur. Hein. Il faut d'abord mettre un joint, ensuite 2 engrenages, ensuite un autre joint. Et ça, on va le mettre directement sur le moteur. La pompe à eau ne rentre pas. Ah non, mais le pin il se met pas là. Ok. Il se met là. Et ça résout pas notre problème, la pompe ne rentre pas. Premier truc où je suis un petit peu déçu de l'usinage. On le voit, c'est pas tout à fait ajusté en fait. Il est un peu décalé. Ok, on continue. Très étrange, je le vois nulle part. Ok, je vous explique. Sur cette pièce, il y avait 2 pièces, un espèce de petit roulement à billes et un joint. Sauf que sur la photo, je vois quelque chose qui ressemble à un roulement à billes, alors que le numéro qui est affiché avec, c'est celui du joint. Ça se met dedans, ce qui fait tourner les engrenages, ok. Donc je pense qu'ils se sont trompés sur le numéro. Ok, j'ai trouvé pourquoi j'avais un roulement à billes en trop. Il manque tout simplement une étape d'assemblage. C'était pas assez compliqué comme ça, il faut en plus qu'ils mettent des coquilles dans la notice. Mais c'est bon, on va pouvoir terminer la pompe à eau. Donc là, je mets bien le joint. Je crois que j'ai jamais vu un joint aussi petit. Je mets ça par en dessous. Et le fameux roulement à billes, il se met par-dessus la poulie. Et là, on souffre du décalage qu'on a eu tout à l'heure. Les vis aiment pas trop. J'espère quand même que la pompe sera étanche. Ok, je commence à comprendre un truc parce que dans la prochaine étape, on nous demande de mettre ces petits inserts qui permettent de connecter des tuyaux comme ceux qu'on avait mis sur la pompe. Et en fait, ça veut dire que l'eau va circuler juste ici, entre les pistons. On met les joints qui vont avec pour pas que l'eau coule et on installe tout ça. On va relier les 2 circuits qui refroidissent les cylindres avec la pompe à eau. Le circuit d'eau, c'est fait, on passe à un gros morceau, on va ajouter les joints de culasse, les soupapes, et ensuite, je vous expliquerai à quoi ça sert tout ça. Non, juste avant de monter les culasses, je voudrais quand même vous montrer un truc. Sur la partie qui est collée au piston, on a 2 soupapes par piston. Une soupape, c'est un peu comme une valve qui peut s'ouvrir et se fermer. Elles sont montées sur ressort, donc elles sont naturellement fermées, mais si j'appuie derrière, je peux les ouvrir. Retenez bien ça parce que ça va être très utile pour comprendre la suite. Les joints de culasse, c'est super important parce que c'est ce qui fait l'étanchéité du moteur. S'ils sont abîmés, il y a des fuites.
La partie que je vais monter maintenant, ça s'appelle l'arbre à cam. C'est un peu le même principe que le vilebrequin, il y a des dents qui sont décalées un peu comme un escalier en colimaçon, et ça va permettre de faire levier avec les culbuteurs, ce qu'on va installer juste après, et ça va permettre d'ouvrir tour à tour les vannes, donc les soupapes qu'on vient de voir. Alors, les culbuteurs maintenant. Et là, on voit bien le mouvement des culbuteurs qui ouvrent tour à tour les soupapes. Mais alors, pourquoi il y a 2 soupapes sur chaque piston? Au tout début, la première va s'ouvrir pour accepter le mélange d'air et de carburant qui arrive par là. Ensuite, on a une compression dans le piston, puis le mélange est allumé, c'est la combustion. Ça va pousser très rapidement sur le piston et envoyer le mouvement au vilebrequin. Mais après, forcément, il faut éjecter les gaz pour pouvoir recommencer ce cycle. C'est à ça que sert la deuxième soupape qui envoie les gaz vers l'échappement. Attendez, vous saviez que ce cycle à 4 temps qu'on vient de décrire a été inventé par un Français? En 1862, l'ingénieur français Alphonse Beaurochat utilise 4 temps pour décrire le fonctionnement d'un moteur à combustion interne. L'admission, la compression, la combustion, puis l'échappement. Le cycle de Rochat, comme on l'appelle, est toujours utilisé comme base théorique dans la conception moderne de ce type de moteur. Mais la chose la plus folle dans cette histoire, c'est que le premier moteur à combustion a été créé 15 ans plus tard, en 1876 par Nikolaus Otto, celui qui a donné son nom à l'automobile. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Je vais vous passer l'installation de la deuxième culasse parce que c'est exactement la même chose. La deuxième culasse est montée et ça y est, je pense que vous voyez bien la forme en V. On va s'occuper du démarreur. C'est juste un moteur électrique comme ça, parce qu'il faut bien initier le mouvement, le moteur peut pas démarrer tout seul. À l'époque, on utilisait une manivelle, là c'est beaucoup plus simple, un moteur électrique, une batterie et c'est terminé. Ce bloc va permettre de répartir le mélange air-essence vers les soupapes qu'on a vues juste avant. Bon alors là c'est génial, la dernière vis que j'ai, il n'y a pas d'empreinte de vis, donc il n'y a aucun endroit pour mettre le tournevis. Je sais pas comment faire, je pense que je vais la changer par une autre vis, mais du coup ça va reporter le problème. On a donc les 2 arrivées de mélange essence-air qui vont aller vers les cylindres, mais la question c'est comment on fait ce mélange d'air et d'essence. Ces 2 pièces sans charge, ça s'appelle des carburateurs. Un carburateur, ça utilise l'effet Venturi pour pulvériser l'essence. Et c'est possible qu'on en parle un petit peu dans une prochaine vidéo de cet effet Venturi. Allez, on installe quelques engrenages et le volant d'inertie. Sur cet engrenage, il y a une petite goupille à placer pour éviter que le roulement à billes tourne dans le vide. Et le trou a été super mal percé, donc va falloir encore forcer. Allez, on va chercher le marteau. Ça n'a pas été fait avec du foret Tivoli. Hein. J'hésite presque à le repercer tellement c'est mal fait. J'ai vraiment un foret pourri. Tivoli, envoyez-moi des trucs. Non. Non. Le foret s'est cassé. Oh, je viens de comprendre. Là, c'est catastrophique ce qui vient de se passer. Le foret s'est cassé dans le trou et ensuite, il est venu percuter le roulement à billes. Bon, visiblement, le roulement à billes n'a rien, heureusement. Mais je viens de comprendre, il y avait un petit trou effectivement pour bloquer le roulement à billes, mais la petite goupille, elle est censée se mettre juste à côté. Donc c'est pas grave, j'ai fait tout ça pour rien. Ok, c'est bon, rien de grave, on est reparti. Cette pièce-là, qui est assez lourde, c'est le volant moteur. C'est aussi appelé un volant d'inertie, parce qu'en tournant, il va prendre justement de l'inertie et fluidifier le mouvement, parce qu'on a dit qu'il y a plein de combustions qui ont lieu, ça fait un mouvement un peu saccadé, et le moteur pourrait caler très rapidement, mais pas si on a un volant moteur. On va relier les 2 carburateurs entre eux pour qu'ils laissent rentrer la même quantité d'air de chaque côté du moteur. Et maintenant, on attaque les poulies qui vont synchroniser les mouvements du vilebrequin et des 2 arbres à cam.
4 poulies qui vont permettre de tendre la courroie. Alors là, c'est super important. On va mettre la courroie, mais il faut que les différentes parties du moteur soient synchronisées. Et pour ça, on a un repère. Alors, je sais pas bien où est-ce qu'il est. Ah si, ouais, c'est un petit point qui est ici, qui doit être face vers le bas. Et alors la courroie, autour de l'engrenage du bas, au milieu de ces deux-là. Ensuite, on remonte jusqu'aux engrenages de là-haut. On va récupérer la poulie à cet endroit-là. Et là. Voilà, je crois que là, on est pas mal. Et elle est mise. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'attendre. La courroie est bien tendue, je vous avoue que j'ai un peu galéré quand même, mais on va pouvoir passer à l'échappement et je sais pas pourquoi, je trouve ces pièces magnifiques. Il n'y a plus beaucoup de pièces, ça fait plaisir. Il est trop beau, j'ai tellement hâte de le faire fonctionner. Il me reste plus qu'à refermer le moteur et ensuite on mettra les bougies, c'est le dernier truc qui nous manque pour que le mélange air-essence puisse s'enflammer. Et ben encore une fois, ils se sont trompés. Là pour le coup, je suis sûr de moi, l'orientation de la pièce est parfaite. Ils se sont trompés sur la notice. Ah non mais j'allais oublier un truc, je me disais bien qu'il me restait une pièce. Avant les bougies, on installe le filtre à air. Ça va éviter qu'il y ait des impuretés qui arrivent directement dans le moteur. Et voilà. Alors, les bougies maintenant. Ça y est, le moteur est complètement terminé et... ouais, vraiment, c'est incroyable. J'ai tellement hâte de le faire tourner. Avant ça, il faut que je rajoute une batterie et que je connecte tous les câbles pour le démarreur et les bougies. Et ensuite, j'ai ces deux jolis petits réservoirs. Un va servir pour l'essence et l'autre pour le liquide de refroidissement. Ça fait pas mal de choses à agencer autour du moteur, mais ça va être un peu long et pas forcément très intéressant. Donc je fais ça hors caméra et je vous reprends juste après pour le test. On est quelques jours plus tard parce que moi, je pensais pouvoir simplement terminer la fabrication et démarrer le moteur. Et bah, pas du tout. Je commence à brancher la batterie, appuyer sur le bouton du démarreur et rien ne se passe. Alors là, j'ai vraiment galéré pendant des heures à faire des tests jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, le volant moteur ne tournait pas. Et ouais, dans la notice, ils se sont trompés et ils ont inversé les fils du démarreur. Du coup, il tournait à l'envers et le volant moteur ne tournait pas. Donc je démonte toute la partie supérieure, je ressoude les fils et là, bah c'est pareil, ça marche pas. J'ai galéré pendant des heures à monter, remonter le moteur, mettre le démarreur dans un sens, dans l'autre. Visiblement, c'était pas l'unique problème et après tous ces tests, le relais qui déclenche le démarreur prend feu. Et là, heureusement que j'avais la pièce en stock, j'ai pu changer le relais et continuer mes tests. Je vous passe les détails, mais le problème venait du carburateur parce que c'est des moteurs qui sont assez capricieux et ils nécessitent des réglages très précis. Et là, ça y est, j'ai réussi à le démarrer pour la première fois. Donc j'espère que ça va marcher cette seconde fois et que mes réglages sont pas trop mauvais parce que j'ai vraiment envie que vous entendiez ce joli bruit. Donc là, très rapidement, il y a le moteur, un réservoir pour le circuit de refroidissement. Normalement, en plus de ça, il y a un radiateur avec un ventilateur pour refroidir au maximum le liquide. Et là, c'était pas dans les pièces que j'ai reçues. Le réservoir d'essence relié directement aux deux petits carburateurs. Et ici, on a des écrans qui permettent de savoir le voltage de la batterie et la température du moteur. Bon, et ben le moment tant attendu, je vous propose qu'on démarre le moteur. Déjà, on branche. Il démarre, putain, ouais! Ah, c'est magnifique. Le son est incroyable. Bon, je pense qu'il y a un petit problème de prise d'air parce qu'avec le filtre à air, ça galère. Incroyable! Incroyable! Oh là là, c'est fou! Hop, je vais le laisser refroidir un tout petit peu avant de le rallumer. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, ce qu'on entend, c'est le démarreur qui entraîne tout le mécanisme. Et ensuite, quand j'arrête d'appuyer sur ce bouton vert, il n'y a plus d'électricité qui vient au démarreur. Donc c'est uniquement le moteur thermique qui tourne. Et là, on entend clairement le bruit changer. Bon allez, on va arrêter de jouer parce que sans le ventilateur et sans le radiateur, il chauffe super vite. J'ai appris énormément de choses en vous faisant cette vidéo parce que j'avais des connaissances très superficielles sur les moteurs thermiques et j'espère que vous aussi. On se retrouve très bientôt sur Déclic pour parler de l'effet Venturi, quelque chose qui est indispensable pour faire fonctionner les carburateurs de ce moteur. Allez, à plus!